Imaginons une grille d'espace-temps simplifiée à 2 dimensions. On imagine un axe temporel qu'on notera à t et un axe spatial qu'on notera à x. Ce référentiel ici représente un référentiel inertiel, c'est-à-dire que tous les objets qui s'y déplacent sans subir aucune force tracent des lignes droites. On va imaginer que ce référentiel correspond à un observateur, une personne, qui reste donc immobile le long de l'axe temporel. Cette personne repère n'importe quel événement de l'espace-temps avec des coordonnées t et x. Alors par convention, on notera plutôt les vecteurs de façon verticale, avec la composante temporelle en premier, et on ajoutera un facteur de conversion ici, pour la composante temporelle, de sorte à utiliser les mêmes unités pour les distances spatiales et les durées, donc les distances temporelles. Ici, donc, notre axe t se transforme en axe c fois t. Alors ce c ici, on peut le voir uniquement comme un facteur de conversion entre les mètres et les secondes par exemple, mais il s'avère qu'il est très pratique d'utiliser la vitesse de la lumière, ou plus précisément la vitesse invariante de l'espace-temps, cette constante de la relativité restreinte qui va nous intéresser par la suite. Alors imaginons maintenant un autre observateur, par exemple une voiture, qui se déplace par rapport à notre premier observateur. Donc la voiture a un mouvement, au cours du temps, elle se déplace dans l'espace, et donc son axe temporel, le long duquel elle est immobile, est différent de celui du premier observateur. En conséquence, son axe spatial va lui aussi être différent. Et chaque événement de l'espace-temps, pour cette voiture, sera repéré avec des coordonnées différentes. Donc un même événement aura des coordonnées différentes selon l'observateur qui l'observe, et donc selon le référentiel qu'on utilise. Le problème qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de déterminer la transformation qui permet de passer d'un référentiel à l'autre, et plus précisément d'un système de coordonnées à un autre en relativité restreinte. Alors pour commencer, une première remarque que l'on peut faire, c'est que d'un référentiel inertiel à un autre, toutes les trajectoires en ligne droite restent des lignes droites. Les vitesses changent, les directions changent, mais les trajectoires en ligne droite n'ont aucune raison de s'incurver ou de changer de forme lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre. Et ça va nous arranger puisque ça veut dire qu'on peut écrire la transformation des coordonnées comme une transformation linéaire. Alors une transformation linéaire, on peut la formaliser sous la forme d'une matrice qu'on va appeler lambda majuscule et dont les composantes seront notées alpha, bêta, gamma et delta. L'idée ici, c'est qu'on va essayer de déterminer ces composantes pour savoir comment, en appliquant cette matrice à un vecteur, ces coordonnées se transforment. La première condition cruciale que l'on souhaite imposer, c'est le fait que la vitesse de la lumière doive rester invariante. Ça, c'est vraiment l'axiome fondamental de la relativité restreinte sur lequel se base toute la théorie. Alors on va imaginer un rayon lumineux qui se déplace, et l'idée assez cruciale, c'est que la direction de ce rayon lumineux est fixée. Sa vitesse est invariante, elle est constante, elle vaut petit c, et donc lorsqu'un certain temps s'écoule, donc c delta t, où delta t c'est le temps qui s'est écoulé, la distance qu'il a parcourue, delta x, vaut forcément delta t fois c. Donc ce delta x ici vaut également c fois delta t. Ce que ça signifie, c'est que le vecteur ici a simplement une pente de 1. Et pour simplifier, on pourra noter qu'il vaut 1, 1. De la même façon, on peut imaginer un rayon lumineux qui parte dans l'autre sens. Ce rayon s'écoule toujours dans le temps, mais il se déplace dans l'autre sens spatialement, et donc son delta x est négatif. L'idée, c'est que ces deux vecteurs ici, 1, 1 et 1, moins 1, doivent rester invariants. Alors, leur norme peut changer, mais la direction du rayon lumineux dans l'espace-temps, qui indique sa vitesse, ne peut pas changer. Alors, voyons comment la matrice lambda s'applique à ces deux vecteurs. Déjà, on peut commencer par appliquer lambda à ce vecteur 1, 1. Et ce qu'on veut imposer, c'est que ceux-ci valent le même vecteur, donc que le vecteur reste invariant, avec peut-être, potentiellement, un changement de norme. Donc ici, on va appeler lambda un facteur multiplicatif. Mais l'idée, c'est que les deux composantes ici doivent rester égales entre elles. Alors on va appliquer cette matrice de façon explicite. On a la matrice alpha, bêta, gamma, delta. Et ici, on peut calculer le produit matriciel. Donc on obtient un vecteur qui a pour composante
alpha plus bêta et gamma plus delta. Et ceci doit être égal à lambda, lambda. Alors ici, on voit qu'on obtient une première équation assez importante. On voit que ceci doit forcément être égal à ceci, puisque les deux valent lambda. Donc, notre première équation, alpha plus bêta égale gamma plus delta. Alors maintenant, on peut faire le même raisonnement avec l'autre vecteur ici. On remplace simplement 1, 1 par 1 moins 1, ici également 1 moins 1, et donc ici on obtient lambda moins lambda. Ici, il faut faire attention, le produit matriciel a changé. On a cette fois-ci alpha moins bêta et gamma moins delta. Et à partir d'ici, on obtient à nouveau une nouvelle équation. Il suffit de changer le signe des deux côtés sur la composante du bas. Et à nouveau, on obtient que ceci doit être égal à ceci. Et donc que alpha moins bêta, cette fois-ci, doit être égal à moins gamma plus delta. Alors ces deux équations, elles sont très intéressantes puisqu'elles vont nous permettre de résoudre pour deux composantes de la matrice. Alors pour commencer, on peut additionner les deux équations. Si on les additionne, on voit ici qu'on obtient 2 alpha, les bêta s'annulent, les gamma s'annulent et on obtient 2 delta. En divisant par 2, on obtient que alpha égale delta. Et donc ici, le delta, on peut explicitement le remplacer par alpha. De la même façon, on peut cette fois-ci soustraire les deux équations. Alors si on soustrait ici alpha moins alpha s'annule, bêta plus bêta donne 2 bêta, gamma plus gamma donne 2 gamma, et les deltas s'annulent. On obtient bêta égale gamma, et donc explicitement, on peut remplacer gamma par bêta. Cette simple condition, le fait d'avoir imposé l'invariance de la vitesse de la lumière, nous a grandement restreint sur la forme de la matrice. On voit qu'il doit s'agir forcément d'une matrice où les composantes opposées sont égales. À partir de là, on va essayer donc de déterminer les composantes alpha et bêta. Et ça tombe bien, on a deux composantes à déterminer et on a deux restrictions qui nous restent à utiliser. La première restriction qu'on a vue, c'est que le vecteur de la voiture doit devenir immobile lorsqu'on passe dans le référentiel de la voiture. Alors le vecteur de la voiture, je vais l'écrire en vert, c'est le vecteur CV. Alors pourquoi ce vecteur? Tout simplement puisque si la voiture se déplace à une vitesse v, donc v ici représente la vitesse de la voiture, eh bien en l'espace d'un intervalle de temps delta t, la voiture se déplace d'un intervalle d'espace delta x qui vaut sa vitesse fois le temps qui s'est écoulé. Donc le vecteur ici qui est c delta t, avec delta x, vaut c delta t, et ici en composante spatiale v delta t. Et comme ce qui nous intéresse c'est uniquement la direction de ce vecteur, on peut supprimer les delta t et on obtient bien le vecteur cv. Ce qui nous intéresse, c'est que ce vecteur se transforme en un vecteur immobile spatialement. Donc spatialement, ça veut dire que sa composante spatiale doit valoir 0, et la composante temporelle ne nous intéresse pas vraiment, elle va valoir quelque chose de différent, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc on peut faire ça, on peut appliquer la matrice lambda au vecteur CV, et imposer que ceux-ci doivent valoir un vecteur de composante spatiale nulle. Alors, remplaçons explicitement la matrice. Alpha, bêta, bêta, alpha. Ici, le produit matriciel donne alpha c plus bêta v, mais cette première composante ne nous intéresse pas, c'est la deuxième qui nous intéresse, et on obtient bêta c plus alpha v. Ceci doit valoir 0. Et donc on obtient une nouvelle équation qui nous dit que bêta c plus alpha v égale 0. Alors là, c'est très bien puisqu'on peut déterminer la valeur de bêta en fonction de alpha. Si on divise par c des deux côtés, on obtient bêta plus alpha v sur c égale 0. Et en soustrayant ceci des deux côtés, on obtient que bêta est égal à moins alpha v sur c. Donc ici, explicitement dans la matrice, je vais remplacer bêta par moins alpha v sur c.
On approche du but, mais il nous reste une dernière composante à déterminer, c'est ce facteur alpha, qui en fait est un facteur global pour toute la matrice. Et ça tombe bien, puisqu'il nous reste une dernière hypothèse, une dernière restriction à utiliser. C'est le fait que cette matrice, si l'on remplace V par moins V, doivent correspondre au changement de référentiel inverse. Et donc en particulier, lambda multiplié par lambda où l'on aurait remplacé V par moins V, ceci doit nous ramener au référentiel de départ. C'est-à-dire que ceci doit donner une transformation triviale, la matrice identité. Alors on peut faire ce calcul explicitement, une fois de plus. La matrice lambda, c'est alpha moins alpha V sur C moins alpha V sur C alpha. La matrice lambda, on le remplace V par moins V, c'est alpha plus alpha V sur C plus alpha V sur C et alpha. Et la matrice identité, c'est 1, 0, 0, 1. Les zéros qui sont ici, on voit qu'on les obtient assez trivialement. Si on fait le calcul matriciel, on va avoir, donc pour cette composante par exemple, on va avoir alpha fois alpha V sur C, moins alpha V sur C fois alpha. Donc forcément, ça fait 0, et la même chose ici. Par contre, ces 1 ici ne nous sont pas forcément donnés. On voit que si l'on essaye de calculer cette composante, on obtient alpha au carré moins alpha V sur C au carré. Donc ici, on a une équation qui nous donne que alpha carré, donc cette composante fois cette composante, plus cette composante fois cette composante, donc moins alpha carré V carré sur C carré, doit valoir 1. Alors ici, on peut factoriser par alpha carré. Ceci doit valoir 1. Et pour finir, on obtient que alpha est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Alors on pourrait avoir un alpha égale moins ceci. Le problème, c'est que si l'on mettait moins ceci, ça changerait simplement l'orientation du référentiel. Nous, on ne veut pas ça, on veut que nos axes changent de façon continue, et donc en particulier qu'ils ne changent pas d'orientation. Et donc on prend le signe positif pour alpha. Et voilà, on a terminé le calcul. La matrice lambda vaut donc, pour terminer, 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, facteur de 1, 1, donc ici j'ai factorisé par alpha, et moins V sur C, moins V sur C. Cette matrice, elle est extrêmement importante en relativité restreinte, c'est la fameuse matrice de Lorentz, et vous reconnaissez peut-être ici le facteur de Lorentz, qui est caractéristique de tous les effets de la relativité restreinte.